Il est 19h, bonsoir et bienvenue dans votre journal régional en Occitanie. Au sommaire ce mardi, le procès d'un accident mortel à Lamalou-les-Bains le 4 juillet dernier s'est ouvert devant le tribunal correctionnel de Béziers. Un des joueurs de la SBH, Adam Lasso, 18 ans, avait perdu la vie, le chauffeur comparé. La baignade est interdite sur la plage du Point Zéro à la Grande Motte depuis hier, en raison d'une trop grande fréquentation qui aurait favorisé la présence d'une bactérie. Enfin, l'université d'été du NPA, le nouveau parti anticapitaliste, a lieu en ce moment à Port-le-Cat, près de Perpignan. Philippe Poutou a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Je vous le disais, le 4 juillet dernier, le jeune Adam Lasso perdait la vie lors d'un accident de la route après un choc violent à Lamalou-les-Bains dans l'Hérault. Son ami d'enfance, alcoolisé, conduisait la voiture. Tous deux jouaient au rugby au pôle espoir de la SBH. On retrouve Calypso Vanier et Yannick Le Tornier au tribunal correctionnel de Béziers. Je n'étais plus là. Cette phrase, le prévenu 18 ans, très alcoolisé au moment des faits, l'a répétée plusieurs fois tout au long de l'audience afin d'expliquer son acte. Un drame qui rappelle encore une fois de plus le fléau de l'alcool au volant chez les jeunes. Le soir du 3 juillet, le jeune conducteur percute de plein fouet un platane à Lamalou-les-Bains, dans l'Hérault. À ses côtés, Adam, son meilleur ami, son partenaire de rugby au pôle espoir de la SBH. Le conducteur présente un taux d'alcoolémie de 1,45 g d'alcool par litre de sang. Il sort indemne. Adam, lui, décède le lendemain. Aujourd'hui, le prévenu comparé pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes. Ses proches ont tenu à lui montrer leur soutien. On tient à être présent déjà pour soutenir Kenou sur son arrivée au niveau du tribunal, lui montrer qu'on est avec lui depuis 1 mois et demi, depuis le début de sa détention. Voilà, donc au moins qu'il nous voit et pour voir qu'il y a du monde à ses côtés. Il y a une vie qui a été perdue et puis une autre qui est en train d'être détruite aussi, sans compter toutes les familles autour qui en souffrent aussi. Pour quelque chose qui arrive très malheureusement souvent, malheureusement trop souvent. Pendant le procès, le prévenu s'est excusé auprès de la famille, mais a dit ne pas se souvenir d'une bonne partie de la soirée, dont l'accident. Face au sentiment intense de culpabilité du prévenu, la défense souhaite une peine aménageable avec bracelet électronique. La procureure, elle, requiert 4 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. Le délibéré est attendu dans la soirée. Le jugement vient de tomber. Le conducteur a été condamné à 4 ans de prison, dont 1 an avec sursis probatoire, obligation de soins et de travailler pour indemniser les victimes. Justice toujours, le chauffard qui a blessé 4 personnes samedi dernier dans le quartier de la Martelle à Montpellier a été mis en examen et placé en détention hier soir. Il circulait à vitesse excessive et sous l'emprise de stupéfiants avant de percuter 2 mères de famille et leurs enfants de 7 et 9 ans. Le garçon de 9 ans est toujours dans un état critique. Pour éviter les accidents, justement, la commune de Saint-Jean-de-la-Blaquière dans l'Hérault a décidé d'interdire aux poids lourds de circuler dans la rue principale du village. Les riverains attendaient cette décision depuis des années. L'arrêté a été validé à la mi-juillet. Reportage Caroline Agulot et Christophe Monteil. Fini le passage récurrent des poids lourds. La traversée de Saint-Jean-de-la-Blaquière leur est désormais interdite. Avec les riverains, le maire attendait cette décision depuis des années. C'est un dramatique accident à la sortie de cette maison l'été dernier qui a été le déclencheur. La machine à vendanger est remontée et la personne qui était à l'intérieur a été surprise du bruit, elle a voulu voir ce qui se passait et en voulant sortir, elle a été heurtée par la machine qui l'a projetée sous la roue arrière de la machine à vendanger. Tout le monde a été marqué et ça a remobilisé un peu tout le monde et je pense que ça a été un facteur favorisant le développement de ce dossier et surtout l'aboutissement. Chaque jour, une quarantaine de semi-remorques passaient dans cette rue étroite au millimètre près. Ils frôlaient les volets, arrachaient parfois les câbles électriques et à la sortie de sa boutique, leur passage représentait une menace permanente. C'était un peu dangereux pour mes clients et j'ai mon enseigne qui a été arrachée 3-4 fois par des semi-remorques qui s'arrêtent devant la boutique et qui se posent toujours la question de savoir s'ils vont passer ou pas dans la rue. Donc ça sera de ce coup-là, je pense que ça sera beaucoup moins dangereux. Maintenant, les camions passent par le bosque et ça a augmenté le trafic de l'autre côté de la route de l'Odève, puisque les camions font le tour, ce qui augmente de 10 minutes, un quart d'heure leur trajet. Mais au moins, on améliore la sécurité dans cette rue.
Cette déviation est le fruit d'une collaboration avec des villages voisins. Les maires du Bosc et de Saint-Félix-de-Lodèze autorisent dorénavant le contournement des poids lourds sur leur commune. Signé à la mi-juillet, l'arrêté met un terme à 10 années de combat à Saint-Jean-de-la-Blaquière. Sur le front de l'épidémie de Covid, une 3e dose de vaccin est désormais conseillée pour les plus de 65 ans et les personnes fragiles. Dans notre région, le pic de la 4e vague pourrait être atteint ces prochains jours. Rachida Carré-Soto, bonsoir. C'est exact. Le pic pourrait être atteint. Si c'est le cas, on pourrait avoir une stabilisation des entrées et des sorties en réanimation et donc éviter la saturation des hôpitaux. La situation sanitaire n'est pas alarmante mais reste tendue dans la région. Et cette fois-ci, ce qui est nouveau, c'est la moyenne d'âge des personnes. Alors, les derniers chiffres du CHU de Montpellier montrent qu'une majorité des personnes placées en soins intensifs ont entre 40 et 60 ans et 80% de ces patients-là n'ont pas été vaccinés. Les 20% restants sont très âgés, déjà vaccinés, mais restent fragiles ou souffrent de pathologies graves. Une tendance que l'on retrouve également partout dans les établissements hospitaliers de la région. Et pour augmenter la couverture vaccinale, la Haute Autorité de Santé recommande donc, dès aujourd'hui une 3e dose de vaccin pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Vous nous dites, Rachida ? Oui, la Haute Autorité de Santé a donné son feu vert pour l'injection d'une 3e dose de Pfizer ou Moderna. Seules concernées, ce sont les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes fragiles ou présentant des comorbidités augmentant le risque des formes graves du virus. Pour ces personnes-là, le parcours vaccinal va être simplifié. Elles pourront bénéficier du vaccin contre la grippe et celui contre la Covid à partir de fin octobre. Merci beaucoup, Rachidat, pour ces précisions. La baignade interdite aujourd'hui sur les plages de la Grande Motte, notamment sur la plage du Point Zéro. Une décision à cause d'une pollution marine, en cause d'une trop grande fréquentation qui favorise la présence d'une bactérie sur cette anse enclavée. Pascaline Ariza et Sylvie Bonnet. Les accès 9 et 13, des barrières pour accéder à la plage du Point Zéro ont été installées. Baignade interdite, voilà ce que l'on peut lire aux côtés de l'arrêté municipal. La semaine dernière, on est venu toute la semaine et avec un petit, on s'étonnait qu'il n'y ait personne aujourd'hui. C'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Je pense que c'est des bateaux qui dégazent. Pour prendre un bain, la plupart des Haussiens surpris se dirigent vers les 2 plages voisines, déjà bondées. On va longer, on longe sur la plage. Allez, avant que les garçons s'installent. Les touristes viennent s'informer au poste de secours. Une bactérie serait à l'origine du problème. Pourquoi on ne peut pas se baigner ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Dans l'eau, les analyses ont détecté une bactérie de Escherichia coli. C'est une bactérie qu'on peut retrouver dans les excréments. Souvent, ça peut provenir de dégazage de bateaux. D'accord. C'est pour ça que c'est assez localisé. Le dernier prélèvement en atteste. Le taux de E. coli est anormalement élevé. Ici en rouge, plus de 3043 bactéries par 100 ml au lieu de 100. Et j'ai eu ma petite fille qui est tombée malade et son amie, pareil. Vous pensez que ça vient de là ? Ah oui, oui, ça vient de là. Malade comment ? Des maux de ventre, la diarrhée, vomissements. Et voilà ce qui va avec cette bactérie. Selon l'adjointe au maire, une forte fréquentation ces dernières semaines en serait la cause. Pas de dégazage, simplement une forte concentration sur un niveau d'eau très faible. On recommande aux gens finalement d'essayer d'utiliser les toilettes publiques. Maintenant, ça peut arriver, donc on fait attention à ce que les prélèvements soient effectués chaque semaine et que les plages soient toujours propres. Si la baignade reste interdite jusqu'à nouvel ordre sur cette plage du Point Zéro, 4 autres affichent le pavillon bleu. La baignade interdite aussi dans le Tech, acéré dans les Pyrénées-Orientales. La mort d'un chien la semaine dernière, juste après une baignade dans le fleuve, a relancé la crainte d'une pollution aux cyanobactéries, des algues bleues susceptibles de contenir des toxines dangereuses pour l'homme et les animaux. On écoute la première adjointe au maire. Ce sont des bactéries en fait, des cyanobactéries qui produisent une toxine qui est extrêmement dangereuse pour les animaux et pour les personnes qui ingèrent. Donc a priori l'humain ne va pas boire de l'eau, mais bon, on n'est jamais à l'abri qu'un enfant puisse ramasser un bâton, sucer un caillou, boire la tasse. Là ici on peut se baigner, il y a quand même, c'est un petit peu profond, donc il vaut mieux vérifier.
Politique à présent avec l'université d'été du NPA, le nouveau parti anticapitaliste qui se tient à Port-le-Cat dans les Pyrénées-Orientales jusqu'à mercredi. Sans suspense, Philippe Poutou, le président du parti, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. Dorothée Béraud, Ophélie Lepivert et Frédéric Guibal. Près de 700 personnes réunies à Port-le-Cat pour l'université d'été du NPA. L'occasion pour le nouveau parti anticapitaliste de réaffirmer son choix. Philippe Poutou sera candidat en 2022. On ne défend pas la fonction présidentielle, mais c'est un moment politique important et on pense qu'il faut qu'on y soit, défendre des perspectives de révolte contre le système et des perspectives de lutte, faire entendre aussi toutes les résistances qu'il y a, être un élément qui permet de mettre sur la discussion des tas d'idées qui n'apparaissent plus. Troisième participation de Philippe Poutou à la présidentielle. Aujourd'hui, conseiller municipal de l'opposition à Bordeaux, cet ancien ouvrier de chez Ford est au chômage depuis la fermeture de l'usine de Blanquefort fin 2019. Son programme pour la présidentielle, sortir du sécuritaire et lutter drastiquement contre la crise climatique et sociale. Il faut arrêter, il faut geler, interdire les licenciements aujourd'hui parce qu'il y a trop de précarité, trop de chômage. C'est la défense des services publics. Nous, on pense que le système bancaire doit être un système socialisé à part entière, qui puisse jouer vraiment le rôle utile à l'économie et pas remplir les poches de capitalistes. Durant 4 jours de cette université d'été, débats et thématiques s'enchaînent avec une attention toute particulière sur la lutte contre l'extrême droite et la crise sanitaire. 2 thèmes au cœur de la campagne présidentielle. Nos propositions, c'est ça. C'est la levée des brevets, c'est la réquisition des entreprises pharmaceutiques, c'est des moyens massifs investis dans les services publics, c'est une vie décente pour tous et toutes avec un salaire minimum à 1 800 €. Au NPA, la campagne électorale est bel et bien lancée. L'heure est maintenant à la course pour obtenir les 500 parrainages nécessaires pour se présenter au premier tour qui aura lieu le 10 avril prochain. Dans un peu plus d'une semaine, les élèves retourneront sur le chemin de l'école. Et pour mieux les accueillir, certaines municipalités misent sur l'écologie. Illustration à Montpellier avec Lilia Kelfaoui et Franck de Tranchant. Pas encore sortie de terre et déjà cette école se démarque dans le paysage urbain montpelliérain. Transparence, jardin, lumière. Conçue comme un bâtiment à énergie positive, elle produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. On a une chaufferie bois, on a 370 mètres carrés de panneaux photovoltaïques que vous ne voyez pas, que j'ai posés à plat sur la toiture terrasse, récupération d'eau pluviale, économie au niveau des chasses d'eau, tous les éclairages sont à LED. On est dans toutes les composantes possibles environnementales. Le chantier sera terminé pour la rentrée 2022, ce qui n'a pas empêché la nouvelle municipalité de modifier les plans à plusieurs reprises. Optimiser à chaque fois au maximum en fait l'impact que l'école va avoir sur son foncier, sur son site, l'impact qu'elle va avoir sur son empreinte carbone, sur l'énergie. Et donc on fait des choses qu'on n'a jamais fait avant. Plus de 35 millions d'euros ont été investis dans le patrimoine scolaire. On a augmenté le budget d'investissement pour accompagner ces écoles et surtout accompagner vers la rénovation thermique des bâtiments et la végétalisation des cours, qui a deux intérêts. D'abord, de rafraîchir quand il fait très chaud, bien sûr, mais aussi c'est un outil pédagogique. Une pédagogie déjà au cœur du projet d'une autre école à La Mosson, où le goudron de la cour va laisser place à la verdure. On essaye de respecter ce qui nous entoure, d'essayer de construire des adultes de demain. Et pour moi, qu'on puisse avoir une cour avec un petit peu moins de béton et plus d'arbres, ça a beaucoup plus de sens et nos projets vont être plus faciles à mettre en place. 3 autres écoles de la ville ont aussi opté cette année pour une rentrée à l'ombre des arbres. Place à la découverte de l'arrière-pays de notre région à travers un trajet de plus de 300 km dans des paysages grandioses à bord du train Cévenol. Il relie Paris à Nîmes en traversant l'Auvergne et les Cévennes. Gérard Rivolier et Elodie Monnier. En voiture, pour un parcours d'une 60aine de kilomètres à petite vitesse, pour prendre le temps d'admirer les gorges de l'Allier. À la sortie du prochain tunnel, nous franchirons le viaduc le plus long de notre parcours, le viaduc de Chapeauroux, long de 433 mètres. Nous sommes sur l'une des 5 premières lignes de chemin de fer construites en France. Elle a été achevée en 1870 après des travaux considérables pour traverser les Cévennes et le Massif central.
La population sur les chantiers a été estimée entre 6 000 et 7 000 ouvriers. Les conditions de travail sont très difficiles. Le travail pour percer les montagnes des gorges est titanesque, d'autant plus que les moyens sont rudimentaires. Entre Langeac et Langogne, sur le trajet, on recense 51 tunnels et 16 viaducs creusés avant la découverte de la dynamite. Dans l'histoire ferroviaire, les premiers ont été les Anglais. Donc il y a un moment, nous, dans l'histoire de France, où il a fallu aussi qu'on montre qu'on était capable de faire plein de choses. Et du coup, le vrai défi de cette ligne, ça a été justement de traverser ces paysages qui étaient à l'époque complètement inaccessibles et de pouvoir montrer aux autres que c'était possible. Aujourd'hui, malgré le temps maussade, le train affiche complet, 400 voyageurs venus pour en prendre plein les yeux. C'est très beau, c'est très beau. On regrette un peu le soleil, mais c'est vraiment joli, les vues sur les gorges qu'on n'a pas autrement. On a l'impression d'être un peu privilégié puisque c'est un paysage auquel on ne peut accéder que par le train. Depuis 5 ans, ce sont les bénévoles de l'association Train à vapeur d'Auvergne qui font circuler ces trains touristiques durant l'été. Cette ligne est ancienne, a besoin d'entretien, elle est entretenue régulièrement, notamment à l'aide de fonds de l'État. Mais actuellement, sa caractéristique ne permet pas d'accueillir des locomotives à vapeur qui seraient beaucoup trop lourdes. Ce train des gorges de l'Allier circule tous les mercredis jusqu'au 1er septembre. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Excellente soirée sur France 3.